Normalement, en bougeant de temps en temps, Bien, on vous propose de commencer. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. Ce soir, nous serons deux à vous présenter cette petite conférence. Donc, voici Alexandre. Et moi, c'est Jean-Luc. Voilà. Nos noms sont inscrits sur la diapo. Vos questions, évidemment, sont les bienvenues. Pendant ou après, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Si on peut répondre, on le fera volontiers. si on est deux, il y a 2 fois plus de chances qu'on puisse répondre. Hein. Voilà. Bien, alors, une pomme qui se détache de son arbre tombe. Pourquoi? Une balle qu'on lance vers le haut, comme celle-ci, s'élève, atteint une hauteur maximale, puis elle va tomber. Pourquoi? La Lune tombe constamment sur la Terre, vers la Terre plutôt. La Lune tombe constamment vers la Terre en ayant le bon goût de la rater. Pourquoi? Ces quelques exemples cachent un phénomène qu'on appelle gravité. Peu de phénomènes ont suscité dans l'histoire des sciences autant d'interrogations, de réflexions, de controverses. Eh bien, ce soir, on va essayer de répondre à ces questions. Qu'est-ce que la gravité et comment cette idée a-t-elle évolué au fil des siècles? Nous allons commencer notre histoire avec Aristote et nous la terminerons aujourd'hui. Alors, Aristote était un philosophe grec, disciple de Platon, qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Il est sans conteste l'un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Ses idées ont dominé la pensée scientifique pendant presque 20 siècles. Il a beaucoup réfléchi, entre autres, sur l'univers et son organisation, ainsi que sur la gravité. Voyons tout d'abord quelle était sa vision de l'univers. Eh bien, il avait une vision géocentrique de l'univers. Alors, le préfixe géo ici, vient d'un mot grec qui veut dire terre. Donc, le géocentrisme, c'est tout simplement une théorie qui place la Terre au centre du monde, au centre de l'univers. Donc Aristote voyait la Terre au centre de l'univers et tous les autres astres, la Lune, le Soleil, les autres planètes et les étoiles, pour Aristote, tournent autour de la Terre. Donc la Terre est placée au centre du monde, au centre de l'univers, mais comment les autres astres se déplace-t-il autour de la Terre? Eh bien, Aristote est persuadé que les astres autour de la Terre se déplacent sur des cercles et à vitesse constante. On appelle ça des mouvements circulaires, on voit pourquoi, circulaires, et uniformes. En physique, le mot uniforme signifie à vitesse constante. Alors, pourquoi des mouvements circulaires? Eh bien, pour les Grecs, le cercle était la perfection géométrique. Parce qu'un cercle n'a pas de commencement et un cercle n'a pas de fin. On va prendre 2 exemples avec Vénus et Jupiter. On va les lancer. Donc on voit ici Vénus qui tourne sur une trajectoire circulaire avec une vitesse constante. Et un peu plus loin, ici Jupiter qui tourne aussi sur un autre cercle à vitesse constante. Mais la vitesse de Jupiter et la vitesse de Vénus sont différentes. Aristote va même beaucoup plus loin, puisqu'il pense que les astres ne se déplacent pas par eux-mêmes. Il les voit portés par des sphères. Ici, on ne voit que des hémisphères, mais c'est pour mieux voir. Donc, il les voit portés par des sphères matérielles, transparentes, cristallines, imbriquées les unes dans les autres à la manière des poupées russes et centrées sur la Terre.
Chaque sphère tourne avec un mouvement uniforme et entraîne avec elle l'astre qu'elle porte. Les étoiles sont portées par la dernière sphère, celle qui est la plus éloignée de la Terre. Donc elle est appelée sphère des étoiles fixes ou encore sphère des fixes. Pourquoi sphère des étoiles fixes? Parce que ces étoiles y sont comme clouées sur cette sphère. Elles restent à la même place sur la sphère, elles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. Mais la sphère des étoiles fixes, elle aussi, comme les autres, est animée d'un mouvement de rotation uniforme. Alors, pour Aristote, il n'y a rien au-delà de cette sphère. L'univers s'arrête là. Voilà. C'est un univers qui est clos, qui est fini. Il a divisé l'univers en deux parties, en deux mondes. Le monde sublunaire. Alors le monde sublunaire, littéralement, ça veut dire le monde en dessous de la Lune. C'est notre monde à nous. C'est le monde dans lequel se trouve la Terre. Pour Aristote, c'est le monde du changement, de l'imperfection, de l'altération, de la vie, de la mort. Et puis, il y a le monde supralunaire, littéralement le monde au-dessus de la Lune, le monde céleste. Et là, ce monde est parfait. C'est la perfection qui règne dans le monde sublunaire. C'est le domaine du divin. Donc la Lune fait partie de ce monde céleste. Donc un monde terrestre, imparfait, un monde céleste, parfait. Et pour Aristote, ces deux mondes s'opposent. Ils n'obéissent pas aux mêmes règles, ils n'obéissent pas aux mêmes lois. Dans le monde sublunaire, le nôtre, Aristote dit qu'il y a deux sortes d'objets. Tout d'abord, il y a ceux qui, par nature, on verra ce que ça veut dire, se déplacent vers le haut. Je pense aux fumées, aux flammes, à la vapeur. Il les a qualifiés de corps légers. Et les autres sont ceux qui, par nature, se déplacent vers le bas. Une pomme, une pierre, une table, une chaise. Il les a qualifiés de corps lourds. Nous, on va s'intéresser au corps qualifié de lourd par Aristote. Alors, on a vu comment Aristote voyait l'univers. Maintenant, quelle est sa conception de la gravité? Voici ce qu'il a écrit, Aristote. La tendance naturelle d'un corps lourd est de se déplacer vers son lieu naturel, qui est le centre du monde, soit le centre de la Terre, puisqu'Aristote a placé la Terre au centre du monde. Cette phrase appelle quand même quelques commentaires. Alors d'abord, au lieu naturel. Pour Aristote, tous les corps lourds ont un lieu naturel, une place naturelle. Et lorsqu'ils y sont, l'univers est harmonieux, parce que tout y est à sa place. Et ce lieu naturel, c'est le centre du monde, donc le centre de la Terre. On va prendre comme exemple de corps lourd une pomme. Tout ce qu'on dira pour la pomme sera vrai pour une pierre, pour une chaise, peu importe. Aristote nous dit que la pomme va se déplacer vers son lieu naturel, donc le centre de la Terre. Mais où est-il, le centre de la Terre? Eh bien, pour savoir, il suffit d'accrocher un fil à plomb à la pomme, et la direction du fil à plomb va nous donner le centre de la Terre. Le centre de la Terre, il faut suivre la direction du fil à plomb. Pour rappel, la direction d'un fil à plomb indique une direction particulière qu'on appelle une verticale, et là, c'est la verticale du lieu où se trouve la pomme. Eh bien, faisons tomber la pomme, elle va avoir tendance à rejoindre le centre de la Terre. Évidemment, elle ne va pas aller au centre de la Terre parce que le sol va l'en empêcher. Mais pour Aristote, si la Terre était creuse, la pomme irait au centre de la Terre. Le mouvement de la pomme et de tous les corps lourds, quand ils sont simplement lâchés, sont rectilignes, ça veut dire qu'ils se déplacent en ligne droite, verticale, ils suivent la direction du fil à plomb et vers le bas.
Et puis, il parle de tendance naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'Aristote, une tendance naturelle? Eh bien, ça veut dire ça. Pour lui, la cause de la chute de la pomme n'est pas extérieure à l'objet. Par exemple, ce n'est pas la terre qui attire la pomme. Il n'y a rien qui attire la pomme. La cause de la chute de la pomme réside dans le corps lui-même. C'est une sorte de propriété qui appartient au corps lourd. C'est une propriété intrinsèque. Il y a comme une sorte d'intentionnalité dans un corps lourd à aller vers le centre de la Terre, vers le centre de l'univers. Il est dans la nature d'un corps lourd de tomber, d'aller rejoindre son lieu naturel lorsqu'il n'y est pas. Mais il n'est attiré, le corps lourd, il n'est attiré par rien. C'est une tendance naturelle. Alors, la gravité, c'est ça pour Aristote. Tendance naturelle des corps lourds à se déplacer vers le centre du monde. Voilà, c'est ça. Alors le mot gravité vient d'un mot latin qui s'appelle gravitas, qui veut dire lourdeur et pesanteur, et gravitas provient probablement d'un nom grec, d'un mot grec. Alors, la vision de l'univers, cette vision de l'univers et cette conception de la gravité, imaginée par Aristote, a dominé, s'est imposée pendant 19 siècles. 19 siècles. Jusqu'à ce qu'un astronome polonais ose défier la parole d'Aristote. Et ça, c'est Alexandre qui va nous expliquer tout ça. Alors cet astronome polonais, donc on voit bien 19 siècles après, il s'appelle Nicolas Copernic et c'est la théorie des gravités planétaires. Alors c'est vrai que Copernic, il est bien placé entre audace et conservatisme. Encore à l'époque, on a quand même les religions, quelles qu'elles soient, qui sont quand même vachement conservatives face à leur vision du monde et face à la place des sciences. On n'est pas encore dans la période des Lumières, etc. Et donc c'est un peu dangereux pour certains de s'y frotter, dirons-nous. Déjà, première chose, quand on caractérise l'audace, c'est la vision héliocentrique de l'univers. Tout à l'heure, Jean-Luc vient de dire qu'on parle chez Aristote d'une vision géocentrique, géos en grec qui veut dire la Terre. Ici, on a une vision héliocentrique, centrique, ça reste la même chose, hélios en grec qui veut dire le soleil. Là, c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Déjà, on change totalement de paradigme, hein. On change de centre de l'univers, centre du monde. C'est quand même vachement fort. Et ensuite, donc c'est le soleil qui occupe le centre du monde. Et donc, tous les autres astres tournent autour de lui. On reste quand même beaucoup plus proche de notre vision actuelle des choses, même si on pourra remettre ça en question. Alors, il dira, donc le soleil, assis comme sur un trône royal, gouverne la famille des astres qui tournent autour de lui. Moi, je trouve déjà que la plume des auteurs du 14e et 15e siècle est vachement éloquente, on va dire, et extrêmement belle. Le soleil assis comme sur un trône royal. Alors, on peut parler du soleil qui gouverne son monde, hein, toujours dans cette vision héliocentrique, gouverne la famille des astres qui tournent autour de lui, et donc là, on voit qu'il gouverne donc toutes les planètes qui sont autour et gouverne leurs mouvements, etc. Alors dans un ouvrage, on parlait toujours en latin à l'époque des Revolutionibus Orbitum Coelestium, pardon, le latin le soir c'est un peu compliqué pour moi, donc en français de la révolution des sphères célestes ou des orbes célestes selon la traduction. C'est un ouvrage qu'il publia et qui justement, ce sera une vraie révolution sur les fameuses sphères d'Aristote et notamment sur la sphère centrale. Donc on revient toujours, on garde ce paradigme des mouvements circulaires uniformes, donc des mouvements vraiment circulaires, mais cette fois-ci c'est ceux-là qui déplut énormément aux religions, c'est autour du soleil que les planètes ont des mouvements circulaires et uniformes. Cette fois-ci, la Terre n'a plus été placée par Dieu au centre du monde, mais c'est le soleil. Et donc ça a extrêmement déplu, ça a créé
beaucoup de controverses à l'époque. Et voilà, donc les deux, le modèle, alors je vais vous épargner, voilà, on voit moins bien ça sur les images blanches. Donc voilà le schéma originel. Et ce qu'on peut voir, on a toujours la sphère immobile des étoiles fixes, ou la sphère des fixes. Je parle d'extérieur, moi c'est une vision qui me préfère. Donc on garde toujours ceci. On garde toujours Saturne, Jupiter, Mars. On garde toujours la sphère des planètes. Mais cette fois-ci, ça y est, révolution annuelle de la Terre avec l'orbite de la Lune. Avec l'orbe de la Lune, c'est-à-dire que les lunes tournent autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. On a vraiment ici un changement de paradigme. Et puis toujours le Soleil qui est au centre. D'ailleurs, on remarquera que jusqu'à Saturne, on a un angle correct des planètes, ce qui est déjà assez impressionnant pour l'époque. Voilà. Alors on garde toujours du coup ce système de la sphère immobile, des étoiles fixes. Ça y est, c'est la Terre qui tourne cette fois-ci devant les étoiles et non plus les étoiles qui tournent devant la Terre. Encore une fois, on vient de sortir de ce point de vue géocentré justement et centré sur le monde. Donc chez Aristote, là on avait une tendance naturelle d'un corps lourd à se déplacer vers le centre du monde. On aura une tendance naturelle d'un corps à se déplacer vers son astre lorsqu'il en a été séparé. Là on vient de segmenter le monde, littéralement, hein, on est ambitieux. On vient de segmenter le monde avec les gravités planétaires, les systèmes planétaires, les systèmes des astres. Et donc par exemple la Lune est attirée par la Terre, etc. Donc chaque astre a sa sphère d'influence entre guillemets. Et avant, chez Aristote, il n'existait qu'une gravité vers le centre du monde, donc la Terre, alors que chez Copernic, on est moins ambitieux, on est plus humble, il existe plusieurs gravités vers le centre de chaque astre, vers le centre de chaque monde finalement aristotélicien. Donc Copernic et la gravité, on dit que c'est la tendance naturelle d'un corps à se déplacer vers son astre lorsqu'il en a été séparé. Par exemple, prenons une pierre qui appartient à la sphère de la Terre, on l'arrache justement à la Terre, par exemple on la soulève. Je vais faire une très grande expérience, attention. J'arrache, avec ma toute puissance divine, j'arrache la pierre à la sphère de la Terre. Si je la lâche, elle revient par sa tendance toujours naturelle, par son essence. Elle revient dans sa sphère d'origine, elle revient vers son astre, puisqu'elle en a été séparée. Il y a une double expérience carrément, vous voyez. Donc là, la pierre rejoint la Terre, et non la Lune, qui était pourtant plus proche. Donc on a une réelle segmentation autour des différents mondes. Les parties terrestres, comme la pierre qui a mes pieds, tendent à se déplacer vers la Terre, les parties lunaires tendent à se déplacer vers la Lune, les parties solaires vers le Soleil, etc. On a ça pour chaque astre. Et voilà. Et j'avais pas vu, c'était déjà ma dernière fois. Et donc on va continuer avec les scientifiques justement de cette époque de révolution, avec un autre astronome, Kepler. Voilà, donc avec Copernic, nous étions à cheval sur les 15e et 16e siècles. Là, on est à cheval sur les 16e et 17e siècles, donc avec Kepler. Alors, Johannes Kepler était un astronome et un mathématicien allemand. Et il a toujours soutenu la vision héliocentrique de l'univers, c'est-à-dire la théorie élaborée par Copernic. Alors avant de continuer sur Johannes Kepler, quelques mots sur Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe était un astronome danois dont les observations surclassaient et d'assez loin toutes celles de ses collègues. D'ailleurs, on le qualifie parfois encore aujourd'hui de plus grand astronome de tous les temps. Il a observé le ciel quasiment toute sa vie. Il n'a fait que ça. En 1600, soit un an avant sa mort, Tycho Brahe embauche en quelque sorte Kepler, qui devient son assistant. Les rapports entre les deux hommes ont été difficiles, conflictuels, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a peut-être un conflit de génération. Brahe avait l'âge d'être le père de Kepler.
Il y avait aussi un conflit de religion. Kepler était protestant alors que Brahe était un fervent catholique. Mais surtout, Kepler soutient l'héliocentrisme alors que Tycho Brahe avait imaginé un système du monde qui mêlait héliocentrisme et géocentrisme. Un système très complexe, trop complexe, comme l'a dit quelques années plus tard Galilée. En 1601, Brahe meurt et il laisse un héritage absolument fabuleux, extraordinaire. Mais cet héritage, c'est pas de l'argent, mais c'est quand même un trésor. Ce trésor, c'est plusieurs milliers de feuilles de notes sur lesquelles étaient inscrites les positions de plusieurs centaines d'étoiles, ainsi que celles des planètes connues à l'époque, et cela sur une période de quasiment 40 ans. Donc, à sa mort, c'est Kepler qui va en quelque sorte recevoir en héritage toutes ces données, et Kepler va s'y pencher, il va les étudier, et au bout de plusieurs années de travail acharné, il va établir, Kepler, il va établir 3 lois qu'on appellera plus naturellement lois de Kepler, et qui vont, pour la première fois, donner une description assez cohérente des mouvements des planètes autour du Soleil. Alors, ces lois, il faut bien comprendre, ces 3 lois de Kepler, il faut bien comprendre qu'elles sont issues d'observations faites par Tycho Brahe. Mais à l'époque, aucune théorie n'était en mesure de démontrer les lois de Kepler. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des lois empiriques. Alors, on va simplement s'intéresser aux 2 premières lois. Voici la première loi de Kepler. Chaque planète décrit une ellipse autour du Soleil. Alors là, ça mérite quand même quelques explications. Kepler, à la demande de Brahe d'ailleurs, a étudié au début le mouvement de la planète Mars. Et il s'aperçoit que cette planète décrit non pas un cercle comme on aurait pu s'y attendre, comme on le disait avant depuis Aristote, mais une ellipse. Kepler est très étonné. Il recommence toute son étude faite sur Mars. Il retrouve le même résultat, une ellipse. Alors Kepler, c'est un modèle de rigueur scientifique et d'honnêteté intellectuelle. Il va refaire l'étude sur Mars 70 fois au total, avec des calculs, évidemment, à la main. Inutile de le préciser. 70 fois l'étude. Et là, quand même, il est convaincu que Mars ne se déplace pas sur un cercle, mais sur une ellipse. Et plusieurs années après, il va généraliser le résultat vu pour Mars à toutes les autres planètes. Et puis, deuxième loi, la vitesse d'une planète n'est pas constante. Alors que Aristote et Copernic disaient que la vitesse des planètes était constante. Alors pour Kepler, c'est lorsque la planète est ici, c'est la position la plus proche du Soleil, ça s'appelle le périhélie, qu'elle va plus vite. Ça ne se voit pas sur l'animation. Et c'est quand la planète est à l'aphélie, la position la plus loin du Soleil, qu'elle a la vitesse la plus faible. Donc, de là à là, la vitesse diminue, de là à là, la vitesse augmente. Elle est maximale ici, minimale ici. Prenons l'exemple de Mars. Là, ce que je vous donne, ce sont les données actuelles. Ce ne sont pas celles de Kepler. Mars, à l'aphélie, a une vitesse de 59 km par seconde. À l'aphélie, de 39 km par seconde. 59, 39. Ça fait une différence de 20 km par seconde, ce qui représente quand même une différence de 72 000 km par heure entre le périhélie et l'aphélie. Alors maintenant, passons à la gravité. Alors simplement, pour terminer sur la diapo précédente, Copernic a réfuté le géocentrisme et l'a remplacé par l'héliocentrisme. Kepler, lui, a détruit
cette conception auquel tenaient beaucoup les anciens, c'était dernier grec, à savoir le mouvement circulaire uniforme, qui était considéré comme le seul mouvement possible pour les astres. Et bien donc, Kepler dit, les astres se déplacent sur des ellipses, des sortes de cercles aplatis. Alors la gravité, eh bien là aussi, on a une innovation totale au niveau de la conception de la gravité. Kepler dit, la gravité résulte d'une attraction par un autre corps. C'est la première fois qu'on parle de la gravité ainsi. Alors, attraction par un autre corps apparenté, on verra ce que ça veut dire, et cette attraction est mutuelle. Alors, on va prendre des exemples. Voici la Terre, voici une pierre. Cette pierre, évidemment, comme l'a montré tout à l'heure Alexandre, si on la lâche, elle va tomber sur la Terre. Mais, pour Kepler, si la Terre tombe sur la Terre, si la pierre tombe sur la Terre, c'est parce que la Terre l'attire. C'est une attraction par la Terre. Et ce n'est pas une tendance naturelle. Il y a quelque chose qui l'attire. Cette attraction, elle est mutuelle. La Terre attire la pierre attire la Terre. Mais cette attraction, elle n'existe pas entre tous les corps. Elle n'existe qu'entre des corps que Kepler a appelés apparentés. Des corps qui, pour lui, se ressemblent. Alors, c'est quoi des corps apparentés pour Kepler? Par exemple, la Terre et une pierre. Il y a une attraction entre les deux. Attraction mutuelle. Ou la Terre et la Terre attire la Lune attire la Terre. Mais, d'autres exemples, mais de corps non apparentés, eh bien, le Soleil et les planètes, pour Kepler, sont des corps non apparentés. Ça veut dire que pour lui, le Soleil n'attire pas la Terre. Le Soleil n'attire pas Mars, le Soleil n'attire pas Jupiter, etc. Et il n'y a aucune interaction entre la Terre et ses collègues planètes. Aucune interaction entre la Terre et Mars, entre la Terre et Jupiter, etc. Donc, c'est une conception quand même intéressante, mais qui n'est pas quand même tout à fait exacte. Alors, un petit point sur la gravité. Pour Aristote et Copernic, il s'agit d'une tendance innée d'un corps à aller vers le centre du monde pour Aristote, c'est-à-dire le centre de la Terre, vers l'astre d'origine pour Copernic. La cause du mouvement n'est pas extérieure au corps qui se déplace, elle est dans le corps humain. Pour Kepler, c'est une tendance innée, c'est une attraction mutuelle entre des corps dits apparentés, et la cause du mouvement est extérieure au corps qui se déplace. Elle est dans l'action d'un autre corps. Donc, il y a quand même, entre ça et ça, une modification importante. Et maintenant, c'est maintenant qu'entrent en scène deux scientifiques britanniques qui se sont détestés une grande partie de leur vie et qui ont tous les deux enrichi considérablement le concept de gravité. Alors Alexandre va nous parler de l'un d'entre eux, Monsieur Robert Hooke. Alors, Monsieur Robert Hooke, c'est très certainement celui que l'on connaît le moins. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de Monsieur Robert Hooke? Non. C'est bien, bravo. Mais effectivement, c'est très peu connu et pourtant, c'est un peu, on peut le dire, le père conceptuel de la gravitation tel que l'on l'a entendu jusqu'au XXe siècle. Donc réellement, Monsieur Robert Hooke, il est extrêmement fort, on ne le cite pas assez, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en valeur. Donc l'un des enjeux majeurs de la physique du XVIIe siècle, c'est établir une théorie, une mathématique pour démontrer les lois de Kepler. Parce que Jean-Luc l'a dit, les lois de Kepler sont empiriques, c'est-à-dire qu'elles sont issues des données, des expériences, mais on ne comprend pas réellement pourquoi, on n'a pas de description mathématique très précise. D'accord ? Et Hooke dira à propos de la première loi de Kepler, « Je me suis souvent demandé pourquoi les planètes doivent se mouvoir autour du Soleil selon la supposition de Copernic. » C'est vrai que empiriquement, on voit plus une supposition qu'une démonstration. On ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Alors, on va construire un peu le modèle de Hooke. Donc, chez Aristote et Copernic, la tendance naturelle d'un corps, c'est de se déplacer vers le centre du monde ou son astre d'origine.
Ensuite, on élimine la tendance naturelle. On parle d'attraction mutuelle entre deux corps apparentés. Et dans un article lu en 1670 à la Royal Society et publié en 1974, tous les corps célestes, sans exception, ont une attraction ou gravitation. Sur leur propre partie, qui leur empêche de se disperser, le petit caillou qui compose en partie la Terre ne s'échappe pas dans l'univers grandissant, ou sur tous les autres astres célestes, c'est-à-dire que la Terre agit actuellement sur le Soleil et sur Jupiter, bien sûr dans des proportions. Et donc, Robert Hooke apportera cette très très grande avancée conceptuelle qu'on appelle l'attraction mutuelle entre tous les corps, ou la fameuse attraction universelle. On l'a tous entendu peut-être au lycée ou au collège. L'attraction universelle, c'est à ce moment-là, et c'est Monsieur Hooke qui est le premier scientifique à le dire, et pas Newton, il l'a grillé. Donc Hooke a bien l'intuition de la gravitation universelle. Dans le même article, donc toujours en 1974, tous les corps qui ont reçu un mouvement simple et direct continuent à se mouvoir en ligne droite. Donc mettons qu'on prenne une balle ou une particule ou ce que vous voulez, et que le doigt de Dieu ou la main de Dieu la pousse. Naturellement, ça ira tout droit. Dans l'hypothèse où après l'impulsion, aucune force ne s'exerce sur la planète, sur la particule ou autre, celle-ci se déplace en ligne droite avec la vitesse acquise initialement. Pour les plus scientifiques d'entre vous, vous reconnaîtrez le principe d'inertie, aussi qu'on appelle première loi de Newton. Oui, il l'a piqué, Newton l'a piqué, mais en fait on devrait l'appeler première loi de Newton-Hooke. D'ailleurs, je l'appellerai comme ça maintenant. Et Galilée l'avait dit Encore avant, et René Descartes l'avait dit encore. Voilà, on a quand même un peu d'usurpation des fois, mais il a quand même avancé des trucs, hein, Newton, on va quand même pas trop les casser du sucre sur le dos. Maintenant, reprenons toujours cette même planète, reprenons le Soleil ou tout autre astre ou corps massif, puisqu'on a dit que ça marche entre tous les corps, la gravitation est universelle. On reprend la même main de Dieu et on la pousse. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une force, une attraction qui se passe. Dans un premier temps, on a eu le principe d'inertie qui s'est appliqué. Tout corps sans influence extérieure à celui-ci se déplacera en ligne droite à vitesse constante avec sa vitesse initiale. Maintenant, on a le Soleil qui a appliqué une force sur la planète et qui l'a fait se dévier jusqu'à ce que quelque autre force attractive il en soit détourné et forcé à décrire un cercle, une ellipse ou quelque autre courbe plus compliquée. Voilà, il a bien l'hypothèse, enfin l'idée de Copernic et de Kepler, de Kepler, de l'ellipse. Donc pour résumer, Hooke, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il cite il dit après Galilée et après Descartes le principe de l'inertie. On a une planète va toujours aller en ligne droite ou n'importe quel objet va aller en ligne droite tant qu'elle ne sera pas soumise à quelque force. Et au moment où on aura une force attractive qui sera appliquée sur l'astre ou sur l'objet, eh bien, on aura une trajectoire, un cercle, comme chez les Grecs, une ellipse, comme chez Kepler, ou quelque autre courbe plus compliquée. Là, on ouvre carrément la discussion sur d'autres orbites ouvertes. Oui, parce que Hooke, il ne sait pas bien. Voilà. Ou qui reste très prudent, c'est un théoricien quand même. Donc si les planètes se déplacent sur une courbe autour du Soleil, c'est parce que celui-ci les attire. On a vraiment une idée conceptuelle maintenant de pourquoi est-ce que les lois de Kepler marchent tout simplement. Donc les travaux de Hooke ont été oubliés alors que l'œuvre de Newton a été glorifiée. La contribution de Hooke à la compréhension de la mécanique céleste a été très importante, mais malheureusement elle a été éclipsée par l'œuvre de Newton. Et c'est vrai que là, ça vous engage un peu tous à diffuser aussi ce savoir astronomique. La prochaine fois qu'on vous demandera pourquoi est-ce que l'orbite des astres est elliptique ou circulaire, qu'on vous dira c'est Newton, vous répliquerez non, c'est Hooke. Et vous serez très certainement rejeté par la plupart des scientifiques qui ne le connaissent pas. Mais voilà, il faut quand même vendre les mérites de ce bon vieux Hooke. Et maintenant, il est très clairement établi par les historiens que sans Hooke, Newton n'aurait pas réussi à aller si vite et si vite. Mais bon, on parle de Hooke, donc parlons un peu maintenant de Newton, mon cher Jean-Luc. Merci. Alors, Hooke et Newton se détestaient beaucoup, parce qu'ils étaient querelleurs tous les deux, c'était assez compliqué. Alors, Newton, donc figure emblématique des sciences, c'est celui qui est
le plus connu. En 1687, il publie un livre en latin, dont voici la traduction française, en tout cas pour le titre. Et c'est un ouvrage vraiment magistral, mais d'une lecture difficile. Il a été traduit du latin en français 69 ans après sa publication par une scientifique française, Émilie du Châtelet, et il fallait avoir un très bon niveau en maths et en physique pour pouvoir traduire ce livre en français. Et ce savoir, Émilie du Châtelet l'avait. Alors, avant de rapidement voir qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, il sera intéressant de parler quelques instants des circonstances qui ont conduit Newton à l'écrire. Alors, nous sommes à l'été 1684. 3 astronomes, Edmond Halley, celui dont le nom a été donné à une comète qui revient nous voir tous les 76 ans. Il y a Robert Hooke, dont a parlé Alexandre, et un autre astronome, Christopher Wren. Ils sont dans un pub à Londres, ils discutent tranquillement, et ils se posent la question suivante. Qui pourrait bien prouver, démontrer que les planètes se déplacent sur des ellipses? Alors on l'a dit et redit, Kepler a affirmé que les astres se déplaçaient sur des ellipses, mais sans le démontrer, c'était à partir d'observations. Donc ces astronomes te disent, mais qui pourrait bien le prouver, le démontrer? Et Halley pense à Newton, parce que Newton à l'époque était considéré comme l'un des plus grands mathématiciens. Oui, Newton, mais qui va y aller le voir? Parce que Newton, il était réputé d'être quelqu'un de peu commode, de difficile d'accès, ombrageux, irascible, irritable, imbu de sa personne, il n'aimait pas la controverse, etc. Hooke, évidemment non, il ne s'aime pas. Wren, il n'a pas envie d'y aller. C'est Halley qui va trouver Newton. Il va écrire Halley, j'ai été braver le lion dans sa tanière. C'est tout dire la réputation qu'avait Newton. Donc Halley va voir Newton, je suis Halley, Alexandre et Newton. On remarquera au passage qu'il m'a donné le rôle de l'aigri. Bonjour monsieur, mon cher Newton, comment allez-vous? Comme voulez-vous. Je suis occupé. Ah, vous n'avez pas le temps. Bon, mais écoutez, j'ai quand même une question à vous poser. Pressons. Monsieur Newton, que pensez-vous des trajectoires des planètes autour du Soleil? Eh bien, je pense qu'elles sont elliptiques. Ça fait des années qu'on le sait. Mais comment vous savez? Comment Je dois avoir dans mes papiers, je dois avoir une démonstration quelque part. Je vous l'enverrai. Bon. Et la conversation se termine à peu près comme ça. Halley prend congé de Newton, étonné et dubitatif. Étonné parce que si Newton dit vrai, ça serait le premier scientifique à démontrer le loi de Kepler. Entre autres, à prouver que les trajectoires des planètes circulent sur des ellipses. Et dubitatif parce qu'il n'y croit pas trop. Bon. Et bien pourtant, quelques mois plus tard, au mois de novembre 1684, Halley reçoit la démonstration promise par Newton, sous la forme d'un fascicule d'une dizaine de pages. Je suis aigri, mais je tiens mes promesses. Bon, ça suffit, ce Newton. Bon, alors, Halley lit la démonstration de Newton, il est subjugué, il est émerveillé, il retourne voir Newton. Mon cher Newton, merci infiniment pour cette démonstration. Vous avez tenu parole, elle est formidable. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Une telle avancée scientifique mérite beaucoup mieux qu'un fascicule d'une dizaine de pages. Vous devriez écrire un livre dans lequel vous exposeriez vos idées avec beaucoup plus de détails et de précision. Écoutez, je vous fais la proposition suivante. Je prends en charge tous les frais. Je m'occupe des relations avec l'imprimeur et l'éditeur. Vous n'avez qu'une chose à faire, écrire. Qu'en pensez-vous? J'en pense, je trouverai bien le temps. Donc vous acceptez? J'accepte. Bon, et Newton accepte. Et Newton se met au travail. Et quand Newton se met au travail, c'est quelque chose.
c'est une machine intellectuelle, il travaille quasiment jour et nuit, et au bout de 18 mois, il a écrit cet ouvrage qui est paru au mois de mai 1687. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? 510 pages, organisées en plusieurs parties. Dans l'une des parties, il énonce 3 lois qu'il a appelées lois du mouvement, qu'on connaît souvent plutôt sous le nom de loi de Newton. Alexandre a parlé de la première loi de Newton tout à l'heure, au principe d'inertie. Et puis, dans une autre partie, on y trouve la fameuse loi de la gravitation universelle, et tout ça constitue ce qu'on appelle la mécanique newtonienne, l'une des théories physiques les plus efficaces qui ait jamais été écrite. Alors, Newton, à l'aide de cette théorie, de cette mécanique, va démontrer toutes les lois de Kepler. C'est le premier à faire une démonstration des lois de Kepler qui tient la route. Nous, on va simplement s'intéresser à la loi de la gravitation universelle, puisque la gravité, c'est notre sujet. Alors, qu'est-ce qui dit Newton? Tous les corps, du seul fait qu'ils possèdent une masse, s'attirent mutuellement. Faisons une toute petite pause d'une minute. Ça, c'est pas Newton qui l'a dit le premier, c'est Hooke. Hooke, en 1670, a écrit « Tous les corps célestes s'attirent mutuellement ». Donc, le grand mérite de Newton, c'est pas d'avoir écrit ça. L'idée de la gravitation universelle existait à l'époque. Au moment où il commence son livre, c'était dans l'air. Le plus grand mérite de Newton, ça a été de traduire ceci en langage mathématique. C'est ça son plus grand mérite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Newton? Voici deux corps, A et B. On les suppose sphériques. Ils ont chacun une masse. D, c'est la distance entre les corps. Newton dit, du moment que ces corps ont des masses, ils s'attirent. Le corps A exerce une force sur le corps B. Elle est symbolisée par la flèche bleue. Et en même temps, le corps B exerce une force sur le corps A. Elle est symbolisée par la flèche rouge. Ces forces sont tout naturellement appelées des forces de gravitation. Ces deux forces ont la même valeur, mais Newton nous dit que cette valeur commune dépend des masses des deux corps et dépend aussi de la distance au carré de ces deux corps. Et ce terme G, c'est une constante qu'on appelle constante de gravitation universelle. On ne donne pas la valeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ça, Hooke l'a dit, ça, Hooke, non, il n'était pas suffisamment bon mathématicien pour traduire ça en langage mathématique. Alors, ces deux corps, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, A peut être une balle ou une pierre, comme l'a fait Alexandre tout à l'heure, et B, la terre. Si la pierre tombe, selon un mouvement vertical, c'est parce que la Terre exerce sur elle une force de gravitation représentée par cette flèche rouge. A peut être la Lune et B la Terre. Si la Lune est contrainte de tourner autour de la Terre sur une ellipse, c'est parce que la Terre exerce sur elle une force de gravitation, symbolisée par la flèche rouge. A peut être la Terre et B le Soleil. Si la Terre est contrainte de tourner sur une ellipse autour du Soleil, c'est parce que ce dernier exerce sur la Terre une force de gravitation. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la force qui explique les mouvements des objets sur la Terre, un corps qu'on lâche ou une balle qu'on lance, est la même que celle qui explique le mouvement des astres autour du Soleil. C'est la même force, c'est la force de gravitation. Elle dicte le mouvement de tous les corps, qu'ils soient terrestres ou célestes. Et ça, c'est vraiment le dernier coup qui a été porté à la théorie d'Aristote. Vous vous souvenez, Aristote avait divisé l'univers en deux mondes. Le monde, on va dire, céleste et le monde terrestre. Et pour lui, ces deux mondes n'obéissaient pas aux mêmes règles, aux mêmes lois. Newton, il dit ici. Ces deux mondes obéissent aux mêmes lois. Donc, avec Copernic, exit le géocentrisme, avec Kepler,
exit le mouvement circulaire uniforme et avec Newton, exit la séparation de l'univers en deux mondes différents. Alors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi une balle s'écrase sur la Terre et pas la Lune? Alors, voici une balle. On imagine la balle ici, la Terre. Elle est ici, derrière la balle. Voilà, donc Alexandre tient une balle. Cette balle subit une force de gravitation exercée par la Terre. Imaginons qu'on la lance vers la droite. Eh bien, cette balle va forcément tomber quelques mètres plus loin. Elle va s'écraser sur la Terre parce qu'elle est attirée par la Terre. Si la balle n'était pas attirée par la Terre, si sur la balle il n'y avait aucune force de gravitation, elle continuerait son chemin en ligne droite, comme l'a dit tout à l'heure Alex. Bien, prenons maintenant la Lune. Elle aussi subit une force de gravitation exercée par la Terre. La même cause devrait produire le même effet. Autrement dit, on devrait s'attendre à ce que la Lune se crache sur la Terre. Eh bien, ce n'est pas le cas. La Lune tombe vers la Terre, mais elle la rate en permanence. Alors, pour répondre à cette question, Newton a imaginé une expérience de pensée appelée le canon de Newton. Et elle est illustrée par une petite animation qu'Alexandre va commenter. Donc, ce que je disais, c'est qu'on prend un canon, puisqu'on parle du canon de Newton, et puis on prend la Terre, ou tout astre massif sur lequel on peut faire reposer un canon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des balles dans ce canon, ou des boulets de canon, et on va les lancer. Alors d'abord on est un peu radin sur la poudre, et donc on va en envoyer un qui va faire une petite courbe comme ça. Bon, la balle va pas aller, enfin le boulet de canon va pas aller très loin. Voilà. Bon, c'est pas tout. On a raté les ennemis, là on les a ratés de très loin. Ensuite on a, bon, on veut quand même les avoir les ennemis, donc on met un poil plus de poudre. Et là, on envoie la balle. Voilà, elle vient plus loin. On avait la première courbe qui faisait ça, la deuxième qui vient un peu plus loin. Et puis bon, là on veut vraiment les avoir de plein fouet les ennemis, donc on y va à fond. Ah, on envoie la balle, là le boulet toujours, encore plus loin. Maintenant, prenons un autre canon. Un bon gros canon, on va pas se mentir. On voit, c'est à l'échelle. Hein. Donc on prend un bon gros canon et on l'envoie donc on envoie toujours une balle. Alors c'est pas le bon clic. Voilà. On vient d'envoyer la balle. On est un peu radin. On renvoie un col plus fort. Alors là on a touché un autre continent. On était bien, voilà. Puis là on est décidé, donc on envoie. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Elle tourne. Très bien. Mais en fait, concrètement, vous avez vu que si on monte un tout petit peu, pas trop non plus, là, pardon, voilà, là, vous avez la balle qui tombe là et qui est rattrapée par la Terre. On est d'accord. Maintenant, enfin qui touche la Terre, qui est percutée, la Terre est sur sa trajectoire. Maintenant, si on l'envoie suffisamment fort, la Terre est plus sur sa trajectoire. La balle va tellement vite qu'elle rate la Terre. Et vu qu'elle est toujours, et vu que la Terre, la balle est toujours attirée par la Terre, et bien en fait, elle va tourner autour de la Terre puisqu'elle va toujours vouloir tomber par là. Quand elle est là, elle va toujours être attirée par là, donc elle va vouloir tomber par là. Mais elle va avoir une certaine vitesse, donc elle va aller comme ça. Puis une fois qu'elle est à ce niveau-là, allez, voilà. Une fois qu'elle est à ce niveau-là, et bien c'est la même chose, elle est toujours attirée par la Terre, mais elle va tellement vite qu'elle continue, etc., etc. On vient de mettre un caillou sur orbite. Félicitations. Comme quoi, il ne faut pas être radin pour aller atteindre un orbite. Oui. Alors, donc c'est une question, c'est une question de vitesse, hein, tout simplement. Ouais, ça va. Voilà. Donc c'est une question de vitesse. Donc la Lune tombe constamment vers la Terre, mais la rate.
car sa vitesse est suffisamment grande. Tenez, voici cette balle que j'ai dans la main. Hein, cette balle, oublions la résistance de l'air. Oublions le bâtiment, oublions les forêts, oublions les collines, supposons la terre parfaitement plate. Et comme je suis très fort, je vais lancer la balle en direction d'Alexandre, t'as intérêt à te baisser, parce que je vais la lancer à 28 000 km par heure. Eh bien, cette balle, si on pouvait la lancer à 28 000 km par heure, en oubliant tout ce que j'ai dit tout à l'heure, elle serait en orbite autour de la Terre. Elle tomberait constamment vers la Terre, tout en arrière. Il faudrait se baisser régulièrement. Alors, Paul Valéry, donc écrivain et poète, a écrit « Il fallait être Newton pour voir que la Lune tombe ». Effectivement. Alors, nous arrivons dans la première moitié du 19e siècle, triomphe des premiers grains de sable. Alors, nous avons entouré 5 planètes, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Au début du 19e siècle, les astronomes étaient capables de calculer, de prédire, de prévoir les trajectoires des planètes en utilisant la théorie de Newton. Et pour toutes ces planètes entourées, les trajectoires prédites par la théorie de Newton et les trajectoires observées, réelles, étaient conformes, c'était les mêmes. Donc, la théorie de Newton marchait formidablement bien. Mais pour Uranus et pour Mercure, il y avait un petit désaccord entre la trajectoire prédite par la théorie de Newton et la trajectoire observée. On va tout d'abord s'intéresser à Uranus. Alors, comment expliquer le désaccord entre une théorie et une observation? Première piste, si la théorie de Newton ne permet pas d'expliquer parfaitement la trajectoire d'Uranus, c'est parce que la théorie n'est pas très bonne. À l'époque, aucun astronome n'a été sur cette piste-là. Newton était considéré comme homme de milieu. Il n'était pas question de toucher à sa théorie, qui en plus marchait formidablement bien pour d'autres théories. Deuxième piste. Alors, pour comprendre la deuxième piste, il faut évoquer un tout petit peu la façon dont les astronomes font pour calculer une théorie, une trajectoire d'une planète, Uranus par exemple, à partir de la théorie de Newton. La première chose à faire, c'est de faire l'inventaire, le bilan de toutes les forces de gravitation, qui s'exercent sur la planète étudiée. Voilà. Il faut faire le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur la planète. Alors, Hooke et Newton ont dit tous les corps célestes s'attirent mutuellement. Eh bien, le Soleil exerce une force de gravitation sur Uranus. Elle est d'ailleurs très importante puisque le Soleil a une masse très élevée. Mais Mercure exerce aussi une force de gravitation sur Uranus. De même que Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Quand on a fait l'inventaire de toutes les forces de gravitation agissant sur la planète étudiée, on a déjà fait une bonne partie du travail. Mais maintenant, imaginons que notre inventaire soit incomplet, qu'il manque une force de gravitation. Eh bien, la théorie, elle a beau être excellente, elle ne pourra pas donner un bon résultat. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas fournir une trajectoire théorique qui ressemblera avec la véritable trajectoire, celle qui est observée. Alors, en 1821, un astronome français, Alexis Bouvard, émet l'idée suivante. Il dit, mais peut-être qu'il y a une planète située au-delà de l'orbite d'Uranus. Et si on a une planète qui est ici quelque part, eh bien, cette planète, elle va exercer une force de gravitation sur Uranus. Donc, notre inventaire des forces dont je parlais tout à l'heure, il est incomplet. Donc, la théorie ne peut pas fournir un bon résultat. Alors, cette idée est restée dans l'air à peu près un quart de siècle. Puis, nous sommes maintenant au mois d'août 1845. Le directeur de l'Observatoire de Paris s'appelait François Arago. Et il voulait en avoir cornette. Existe-t-il véritablement une 8e planète? Il demande
à un jeune mathématicien et astronome français, Urbain Le Verrier, spécialiste de la mécanique de Newton, de s'occuper du problème. Urbain Le Verrier arrête tous ses travaux en cours et il se plonge dans ce travail. C'était un défi extraordinaire. Vous vous rendez compte? Trouver la position d'une planète qu'on n'a jamais vue, on ne connaît pas sa masse, on ne connaît pas sa taille, on ne connaît pas sa distance. C'était vraiment un défi absolument phénoménal. La seule chose qu'on savait, c'était qu'il y avait un petit désaccord entre la théorie de Newton et l'observation. En gros, c'est ça. Eh bien, Le Verrier se met au travail. C'était aussi un bourreau de travail comme Newton. Et avec lui, l'affaire sera vite faite. Un an après, le 30 août 1846, il s'adresse aux membres de l'Académie des sciences à Paris en disant « J'ai trouvé la position de la planète inconnue ». On l'appelait la planète troublante, parce qu'elle venait troubler la trajectoire de la Terre. Voilà. Bon, sur le papier, donc connaître la position sur le papier, c'est une chose, mais c'est encore mieux de l'observer. Et à l'Observatoire de Paris, cet observatoire ne possédait pas de carte du ciel très précise. Donc, dans cet observatoire, on ne pouvait pas apercevoir cette planète, c'était trop compliqué. Il faut avoir bonne carte du ciel. Alors Le Verrier, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un courrier à plusieurs observatoires européens dont il sait qu'ils ont les instruments et les cartes pour pouvoir voir cette planète si elle existe. Le 23 septembre 1846, Johann Gall de l'Observatoire de Berlin reçoit dans l'après-midi le courrier de Le Verrier. Il le lit, le soir la météo est bonne, il pointe sa lunette astronomique dans la direction indiquée par Le Verrier et pas tout à fait exactement l'endroit indiqué, mais pas très loin. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre une nouvelle planète, la nouvelle planète, qui est Neptune. Donc c'est quand même très fort. Donc immense triomphe pour Le Verrier et immense triomphe de la mécanique newtonienne, parce que Le Verrier, pour trouver la position de cette planète, a utilisé la mécanique de Newton. Alors Le Verrier a sa statue devant l'Observatoire de Paris, dans la rue Cassini, je crois. Alors, voici ce qu'a écrit François Arago. Regardez cette formule. Monsieur Le Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa cour. C'est beau comme formule. Bon, donc, avec Neptune, triomphe de la mécanique newtonienne. Pour les astronomes, Newton était un demi-dieu avant, là c'est vraiment un dieu. Mais, il y a un autre problème avec Mercure, et ça, c'est l'affaire d'Alexandre. Exactement. Alors, il y a un problème encore avec Mercure. Il y a encore un désaccord entre la théorie de Newton et les observations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique exactement la même technique qu'avec Uranus et Neptune. On suppose l'existence d'une planète Vulcain, dont on essaie de calculer les trajectoires, les masses possibles, etc. Et là, problème, on la voit pas. On a beau la chercher, on l'a cherché pendant longtemps, celle-là, on la voit pas. Et en réalité, donc voilà, Urbain Le Verrier dit « Nulle planète n'a demandé aux astronomes plus de soins et de peine que Mercure, et ne leur a donné en récompense tant de soucis, tant de contrariétés. » Oui, on vient de contrarier Dieu, on vient de contrarier Newton. Donc là, on a un problème, Vulcain n'existe pas, on la voit pas. Donc ça c'est une planète noire, il y a plein de théories un peu bizarres qui ont pu germer dans l'esprit des uns et des autres. Mais il y a un vrai problème, là la théorie n'explique pas, ne marche pas pour Mercure. On a un triomphe d'un côté, ça marche pas de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, en réalité, on n'a pas exposé tous les problèmes, parce que déjà qu'on est en retard, oui, on ne va pas non plus vous garder pendant des années. Mais en fait, il y a plein d'autres problèmes, notamment sur la vitesse de la lumière, notamment sur plein d'autres phénomènes. Donc, il y a des problèmes dans la théorie de Newton quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un premier grain de sable qui vient de gripper la belle mécanique newtonienne, la belle mécanique de Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu un autre dieu pour venir vaincre le premier. Ce dieu, vous le connaissez, il est à gauche, c'est... On les endormit, définitivement.
c'est Messire Albert Einstein qui, en 1905, publie un article, excusez mon accent allemand, mais j'ai demandé à une amie qui fait allemand justement de me le prononcer avant la conférence, Zur Elektrodynamik Bewegung der Körper, sur l'électrodynamique et entre les corps. Et c'est le fondement d'une nouvelle théorie, d'une toute nouvelle théorie qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, qui a été fondée par Albert Einstein et M. Lorentz, qui a été aussi un très très grand nom de cette théorie et voilà de toute la relativité après qu'on va développer donc dans cette dernière partie. Et donc dans cet article, il explique plein de choses, mais le changement de paradigme, le fameux changement de paradigme, c'est que maintenant, avant, chez Newton, on se repérait avec un espace et un temps absolu. C'est-à-dire que le temps de ma montre, c'est le temps sur la Lune, c'est le temps de la sphère des fixes, entre guillemets, chez Aristote, c'est le temps sur le Soleil, on pouvait y aller, et c'est votre temps, madame. Maintenant, un mètre chez moi, c'est un mètre pour vous aussi. Et pour toi aussi, j'ai envie de dire. Maintenant, Einstein, pour plein de considérations théoriques, que je ne vais vraiment pas m'étaler parce qu'il nous faudra encore 3 conférences pour que je vous explique rien que cette diapo, donc on va essayer vraiment de passer rapidement là-dessus. Mais maintenant, on va avoir un temps et un espace qui ne sont plus absolus comme chez Newton. C'est-à-dire que madame, vous n'avez pas le même mètre que moi, madame, vous n'avez pas la même seconde que moi, et enfin tous, nous n'avons même pas le même repère spatio-temporel. Et oui, vous remarquerez que maintenant j'emploie un nouveau terme, spatio-temporel. On parle de chronogéométrie. C'est-à-dire tout simplement que l'on ne sépare plus le temps et l'espace, même dans les équations. Avant, on avait le temps en fonction de l'espace. Une trajectoire, c'est une série de positions en fonction de l'espace, en fonction du temps. Et bien maintenant, c'est les deux à la fois. L'espace et le temps, c'est en même temps, c'est la même chose. En même temps, si j'ose dire, c'est la même chose. Ce sont des coordonnées. On peut le voir assez facilement. Prenez un objet, je serai votre objet, mesdames et messieurs. Attention, je serai votre objet et je peux faire plusieurs choses. Je peux me déplacer d'une unité d'espace vers la droite ou vers la gauche. Je peux me déplacer d'une unité d'espace vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis je peux me déplacer d'une unité d'espace vers le bas. Bon, vers le haut, il me faudrait une échelle, j'ai pas le temps. Mais je peux aussi faire quelque chose, si je piquais une montre, c'est que je peux me déplacer d'une unité de temps. On est bien d'accord. Actuellement, nous nous déplaçons tous à une certaine vitesse dans le temps. On est bien d'accord. Et donc, c'est réellement la même chose que si vous marchez. Je me déplace d'une unité par seconde dans l'espace, et d'une seconde par seconde, si j'ose dire, dans le temps. Nous avons une vitesse dans l'espace et une vitesse dans le temps. L'espace et le temps deviennent un repère insécable. Et donc on le représente souvent là-dessus. Alors je vous ai mis l'article, voilà, vous avez le nom ici pour ceux que ça intéresse et pour les plus matheux d'entre vous. Mais il faut y aller quand même pour le comprendre, surtout que c'est en allemand, donc voilà. Mais on le représente souvent sur ce genre de diagramme où nous avons l'espace ici, une dimension d'espace, c'est-à-dire que par exemple vous avez une longueur comme ça, et vous avez le temps ici. C'est-à-dire que si vous prenez une balle, elle était là, si vous prenez une balle, elle ne bouge pas dans l'espace. Qu'est-ce qui va le tracer sur ce diagramme qu'on appelle le diagramme d'espace-temps? Oula, je tremblote. Une ligne droite, vers le haut. Puisque la balle ne bouge pas dans sa largeur, mais elle bouge toujours dans le temps. Maintenant, je peux me déplacer un peu plus, comme ça. Je peux me déplacer dans l'espace, et donc je vais avoir une trajectoire comme ça. Je peux largement me déplacer comme ça. Et vu que je me déplace dans le... Enfin, vu que cette balle se déplace dans le temps, eh bien, on va avoir une trace comme ça sur le diagramme. Bon, ça, c'est quelques petites considérations théoriques pour juste vous faire sentir la fibre de cette théorie qui est totalement révolutionnaire. On change entièrement de paradigme. D'accord? Et puis, il y a une chose que je ne justifierai pas, mais on l'a observé, c'était d'ailleurs l'un des grains de sable que l'on n'a pas évoqué, c'est que la vitesse de la lumière est partout la même, même si vous êtes dans un train en marche, que vous prenez un faisceau lumineux, que vous lancez des petites particules de lumière comme ça, à côté de vous, vous courez très très vite, mais vous allez mesurer la même vitesse de ces petites particules que vous, madame, si vous ne courez pas. C'est très perturbant, on ne comprend pas pourquoi, mais la lumière va à la même vitesse tout le temps et partout, et rien, manifestement, ne peut dépasser cette vitesse. C'est une vitesse limite. C'est la vitesse de la lumière dans le vide,
Et là, pour faire très pompeux, je peux vous citer le chiffre 299 792 457 58 km par seconde. D'accord? En gros, 300 000 km par an. 300 000 km par seconde. Donc voilà, c'est une vitesse limite. Et à partir de tout cela, toute cette amalgame théorique, on va pondre la fameuse relativité restreinte qui va évoquer ce que je disais tout à l'heure, que vous n'avez pas les mêmes secondes que moi, madame. Que par exemple, si je me déplace face à vous, eh bien, je vais ralentir dans le temps et accélérer dans l'espace. Forcément, hein, là, je me déplace dans le temps, dans l'espace. Bon, ça peut être un peu compliqué. Du coup, je vais enchaîner sur la théorie qui a suivi celle de la relativité restreinte. Parce que la relativité restreinte, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle décrivait le mouvement des corps dans un mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire dans un mouvement constant, non accéléré, non décéléré. Sauf que le problème parmi nous tous, c'est qu'il y a plein de trucs qui nous accélèrent, il y a les forces, on peut accélérer, je peux commencer à démarrer, et ça, si je commence à démarrer comme ça, dans l'espace, si un train se met en marche, ça, la relativité restreinte ne l'explique pas. Elle explique plein de trucs, mais ça, elle ne l'explique pas. C'est pas dans ses bandes théoriques. Donc, Monsieur Albert Einstein, que l'on voit ici, une photo que je trouve absolument magnifique, eh bien, il va donner une deuxième théorie, notamment avec Minkowski, Poincaré, toujours son ami Lorentz, etc. Il va donner la théorie de la relativité générale, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont cette vision est très très classique. C'est que le temps et l'espace, qui forment maintenant le continuum d'espace-temps, sont déformés par les corps lourds d'Aristote, et même par les corps légers. En fait, ils sont déformés par les corps, pas les objets. Et donc, en réalité, ce n'est plus une force, ce n'est pas moi qui attire Jean-Luc, et qui ne bouge pas. Ce n'est pas moi qui attire Jean-Luc comme ça, voilà. C'est moi qui déforme l'espace autour de moi. Et Jean-Luc, qui passivement suit le mouvement de l'espace-temps, va suivre l'espace-temps et va apparaître comme attiré vers nous. D'accord? Donc c'est ça la théorie de la relativité générale. Et le problème avec Mercure, c'était un problème qu'on appelle la précession de Mercure. La précession, ça veut dire que son orbite, comme ça, se décalait au fur et à mesure. Il faisait une sorte de rosace. Et en fait, quand on regarde très très finement, tous les orbites font ça. Sauf qu'il faut regarder avec une précision infinie et qu'on n'a pas sur les astres comme la Terre ou Jupiter. Mais par contre, sur Mercure, qui avait un mouvement de précession beaucoup plus grand, on le voyait déjà. Et donc c'est ça le fameux défaut sur Mercure. Et en fait, quand on applique la théorie de la relativité générale ici à Mercure, là, magnifique, ça marche. Et en réalité, on a enfin une théorie qui explique tous les phénomènes qu'on connaisse. Et même plus, et c'est ça que je vais détailler pendant quelques diapos. Et même plus, alors ça attaque dès l'année d'après, donc ça c'est en 1915. C'est enfin une bonne théorie qui explique tout et même plus. En 1916 et fin 1915, on a un très grand monsieur, l'un de mes physiciens préférés, si ce n'est mon physicien préféré, Karl Schwarzschild. Alors Schwarzschild, c'est impossible à écrire, donc je vous laisse apprécier sa beauté, on va dire, phonétique. Karl Schwarzschild qui va résoudre les équations d'Einstein, qu'on appelle les équations de champ d'Einstein, qui sont d'une complexité sans nom, que même après des années d'études, on a une très très grande difficulté à résoudre, et on trouve que des solutions particulières. Et monsieur Schwarzschild décrit une solution particulière qui est quand même celle la plus simple, qui est la solution tout simplement d'un corps massif seul, sans rotation, sans mouvement, sans rien, un corps massif seul comme ça. Vous avez par exemple la Terre. Qu'est-ce que sa solution? C'est tout simplement que l'espace-temps va être courbé comme ça, comme un puits autour. Le puits sera de plus en plus profond en fonction de la masse de l'objet. Et ça va être un puits voilà, qui va vraiment être, qui va expliquer la gravitation. Bon, très bien, monsieur Schwarzschild a trouvé ça. Mais il écrit, donc ça, alors ça c'est une très très belle anecdote, c'est qu'en 1915, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une petite guerre mondiale qui est en cours, un petit truc, rien du tout. Et monsieur Schwarzschild a le malheur d'être dans les tranchées, côté allemand. Et c'est pas parce qu'il est du côté allemand que je dis qu'il a le malheur, hein, c'est qu'il est dans les tranchées. Hein. Et donc il a le malheur d'être dans les tranchées, mais c'est dans ces tranchées qu'il entend parler de la théorie d'Einstein,
et qui lui écrit cette lettre où il décrit sa métrique, donc c'est les solutions de l'équation qu'on appelle la métrique de Schwarzschild en son honneur. Et il écrit à Einstein, ils ont une correspondance comme ça. Et quelques semaines après, malheureusement, Karl Schwarzschild mourra dans les tranchées de la tuberculose, puisqu'on connaît les conditions inhumaines dans les tranchées qu'apporte la guerre, même de nos jours. Et donc, Karl Schwarzschild aura laissé quand même comme héritage un symbole de paix universelle, puisque cette métrique est maintenant utilisée par tous les camps, même les camps opposés, même par les USA, donc les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide. Elle est utilisée tout le temps, pendant tous les conflits, par tous les physiciens du monde. Cette métrique décrit vraiment, est fondamentale en relativité. Donc je vous ai mis les fameux diagrammes d'espace-temps tout à l'heure dont je vous ai parlé. Vous avez toujours l'espace comme ça, le temps comme ça, et la lumière se comporte ainsi. Voilà. J'en parlerai plus s'il y a des questions, mais sinon je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et là, vous avez un nouveau terme, black hole. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est bien, il y a une photo à côté, de toute façon, si vous n'avez pas repéré. Et donc le black hole, donc le trou noir, c'est une solution particulière, enfin c'est un cas particulier de la solution de Schwarzschild. C'est-à-dire que c'est un cas extrémal, c'est quand la masse est très 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 grande, il courbe tellement l'espace-temps que la lumière ne peut plus s'en échapper. Et vu que rien ne va plus vite que la lumière, rien ne peut s'en échapper, nous avons ici la définition intuitive d'un trou noir. Le trou noir déforme tellement l'espace-temps qu'en réalité on mettrait un temps infini à en sortir. Tout simplement. Et vu qu'on ne dispose pas d'un temps infini, on ne peut pas en sortir. Voilà, donc c'est ça l'un des premiers théorèmes prédictifs de la relativité générale. Et ça c'est un truc qui est extraordinaire, puisque la relativité générale, et Karl Schwarzschild l'ont démontré, enfin l'ont trouvé en 1916, jusqu'en 1950-60, on l'a douté, on pensait que c'était un artefact mathématique, on n'était même pas sûr de pouvoir créer des astres si denses et si lourds pour pouvoir créer ce genre de choses. Pour vous donner une idée, il faudrait réduire la taille de la masse de la Terre dans une tête d'épingle pour créer un trou noir. C'est assez dense, hein. Donc on n'était même pas sûr qu'astrophysiquement parlant, on pouvait créer un truc comme ça. Il n'y avait pas d'autres lois de la physique qui l'empêchaient, qui sauvaient, entre guillemets, de cette catastrophe. Et puis en 2019, on a... 2017 19. 19, si, non, c'est pas si ça va. Publication. La publication. On a enfin la photo d'un trou noir. Ça y est, on a prouvé que les trous noirs existent. Plus d'un siècle après la théorisation en 1916. Donc ça, c'est la force d'un caractère, d'un modèle théorique. Monsieur Einstein, qu'on voit plus jeune, c'est à peu près à cet âge qu'il a trouvé la relativité générale. Même là, il venait de la trouver. Il avait à peu près 35 ans, etc. Et là, en fait, c'est là qu'on voit la force d'une théorie. C'est que jusqu'à présent, la théorie, ça nous permet d'avoir un modèle, une description mathématique un peu satisfaisante intellectuellement. Maintenant, la théorie devient un outil de recherche. En travaillant les équations, on arrive à en extraire une vérité empirique qu'on peut observer un siècle après. En 1915, alors il y a d'autres solutions un peu particulières. Donc là, on a le fameux espace-temps qu'on voit courbé par des masses, courbé par l'univers en lui-même, etc. Et on voit une autre solution particulière qui avait été trouvée par M. Rosen et Einstein en collaboration. J'aime beaucoup aussi cette photo, je la trouve très souriante dessus. J'aime pas du tout la photo où il tire la langue, Einstein, parce qu'en fait c'est une photo où il se moquait de la presse, et il en avait marre de la presse, donc en fait c'est un peu une insulte de le représenter ainsi. Je préfère le représenter avec ses amis et avec ses collaborateurs, et avec ceux avec qui on doit la science de nos jours. Et donc ça c'est un truc dont on a tous entendu parler, tous autant que nous sommes en science-fiction, qui s'appelle les... C'est bien, vous savez lire. Donc, les trous de verre... Ah non, c'est pas écrit, non, vous êtes doué. Donc, les trous de verre, ou les métriques de Rosen, Einstein-Rosen, ou Penrose-Rosen, ce sont des solutions particulières de la relativité générale. Et qu'est-ce qui se passe? Globalement, vous prenez l'espace-temps, oui, je sais, c'est ambitieux, vous le pliez jusqu'à temps de créer un pont dans l'espace-temps entre deux parties de l'univers qui sont éloignées. Et maintenant, si vous partez de 7 étoiles et que vous atteignez 7 étoiles, vous pouvez bien sûr pas sortir de l'espace-temps, puisque vous sortez des 3 dimensions d'espace et une de temps. Donc là, vous sortez de ce qui existe. C'est pas possible. Donc vous suivez comme ça tout ce chemin. Maintenant, avec c'est en fait un espèce de raccourci. En passant par ce trou de verre hypothétique, et bien tout simplement, on arrive beaucoup plus rapidement d'une étoile à une autre. D'accord? Donc c'est une solution mathématique. Il y a énormément de débats autour d'elle. Pour l'instant, on pense plutôt que c'est un artefact, ou que si elle existe, elle existait dans les instants primordiaux, ou en très très petite quantité, que c'est pas du tout stable.
donc, où ça nécessite vraiment des hypothèses ahurissantes. Donc pour l'instant, ça c'est vraiment un artefact mathématique de ce qu'on en suppose. On n'en a jamais observé, ça paraît très difficile à construire, etc. Il y a des systèmes avec les trous blancs, trous noirs, après c'est compliqué. On pourra en parler de tout ça, bien sûr, bien entendu. Et puis, gros, grand retentissement, là c'est bien en 2017, tu me le pas. 2015 même. Ou 14. 14, oui. Bon, je suis mauvais avec les dates, je suis meilleur avec les équations, mais il n'y a pas de chiffres dans les équations, donc c'est ça qui est pratique. Vous avez la découverte d'un autre phénomène qui a été théorisé par Einstein lui-même en 1915, c'est les ondulations de l'espace-temps. Vous prenez l'espace-temps, encore une fois vous êtes très ambitieux, donc vous prenez l'espace-temps, et en vous déplaçant assez vite, en prenant une masse, enfin un objet d'une très très grande densité, vous le déplacez assez vite dans l'espace-temps, eh bien vous allez créer des ondulations, des espèces de vaguelettes, comme quand vous prenez un gros bateau, et vous vous déplacez à la surface de l'eau, vous allez créer des vaguelettes derrière lui. Et bien là c'est à peu près pareil, donc là par exemple, pour créer ce genre de phénomène, vous pouvez prendre deux étoiles à neutrons, ou deux trous noirs, qui vont orbiter l'un autour de l'autre, qui vont collapser, c'est le terme consacré, et c'est un anglicisme, un très beau anglicisme. Et donc on va arriver en un seul objet, plus gros, ils vont fusionner, ils vont peut-être créer des novas, etc. Et on va avoir ces espèces d'ondulations de l'espace-temps qui vont être créées par ces deux astres extrêmement massifs et extrêmement denses lors de leur mouvement rapide. Et c'est ce qu'on a détecté, voilà, dans ce genre de diagramme, on voit vraiment les ondulations de l'espace-temps. Donc là, c'est vraiment les observations directes. Hein. Ça, c'est Hanford et Livingstone, c'est deux interféromètres. On pourra parler des techniques de détection. Et donc là, c'est les tracés, les spectres. Et ces spectres-là, d'ailleurs, il y a quelques temps, on a entendu le son. On l'a retranscrit pour nous amuser en son. Et donc on entend vraiment vraiment un whoop. Je le fais très bien, les ondes gravitationnelles. Caractéristiques des ondes gravitationnelles. Et donc, en fait, maintenant, on peut entendre l'espace-temps vibrer, et je trouve ça juste très beau. D'ailleurs, en t'agitant, En m'agitant, là, je crée des ondes tu gravitationnelles. fais des ondes gravitationnelles. Et on est en train de créer des instruments, notamment dans le nouveau, dans l'essai, le satellite d'essai du nouveau interféromètre spatial LISA. J'ai eu quelques primes nouvelles. En fait, en faisant un transfert de gaz entre deux réservoirs, ils ont créé des ondes gravitationnelles qui ont été détectées par l'instrument à bord. Et donc en fait, 1 kg de gaz, c'est beaucoup moins que 2 trous noirs. Au cas où. Donc vraiment, c'est surprenant, on ne s'attendait pas à ce genre de précision. Et vraiment, on a refait les tests, etc. Et c'est vraiment ça, donc on est vraiment très heureux. Enfin, dernière petite chose prédictive, c'est une prédiction qui a l'air plausible et qui est pour l'instant pas encore observée. Hein. On l'observe dans d'autres cas, dans des cas analogues, acoustiques. Ce monsieur, vous le connaissez, comment s'appelle-t-il? Hawking, exactement, Stephen Hawking, qui est mort maintenant il y a quelques années, et qui a laissé un très 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 lourd héritage gravitationnel et relativiste, notamment ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs. On disait que rien peut sortir d'un trou noir, et en fait, Hawking, en étudiant bien les équations de la relativité générale et en les mêlant à une autre théorie qu'on appelle la physique quantique, j'avais oublié le nom, eh bien tout simplement on va pouvoir faire évaporer un trou noir et le faire exploser comme ça. C'est des théories qui existent, il y a eu pas mal de papiers là-dessus et on a réussi à l'observer pour des analogues acoustiques, c'est-à-dire qu'on a créé des trous noirs acoustiques et on a pu observer un espèce de rayonnement comme ça, d'évaporation de ce trou noir acoustique. Et c'est très surprenant. Alors il faudrait un trou noir extrêmement petit, pour l'instant on ne sait pas si ça existe, ces trous noirs qu'on appelle les micro-trous noirs ou trous noirs primordiaux. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, pour qu'un trou noir s'évapore maintenant, donc ça ferait une grosse explosion puisque c'est exponentiel, pour qu'un trou noir s'évapore maintenant, il faudrait globalement qu'il ait été créé lors de la création de l'univers avec la masse de Pluton. D'accord? Pour l'instant, on est plus des trous noirs d'ordre stellaire, donc de masse solaire, qu'on voit à l'heure actuelle. Et en fait, l'univers est trop chaud pour qu'on puisse observer. Donc il y a plein de problèmes, mais théoriquement et même expérimentalement, ça n'a pas l'air aberrant comme les trous de verre. Il n'y a pas besoin d'hypothèse, voilà, c'est que de la théorie qu'on a déjà, donc c'est beaucoup plus prédictif. Bon, alors je viens vous parler de physique quantique. Et c'est là que les choses se corsent, parce qu'on vous a parlé de grains de sable tout du long, mais voici un autre grain de sable. Parce qu'on aime bien ça. Voilà, une relativité générale, avant c'était une théorie prédictive, maintenant c'est une théorie peut-être dépassée. Et oui, parce que là je vous ai mis des illustrations qui peuvent vous confondre, hein, mais d'un côté on a la théorie des cordes,
à ce niveau-là. Et ici, on a la théorie de la gravitation quantique à boucle. Est-ce que vous connaissez au moins de nom ces théories? Vous me décevez énormément. Donc ces théories, elles viennent en fait, on a observé qu'il y avait une incohérence entre la relativité générale et la physique quantique. Je ne dirai pas pourquoi parce que on est déjà vachement en retard. Donc voilà. Voilà, il y a une grosse incohérence entre les deux. Et le travail à l'heure actuelle, c'est de rendre cohérent et de rendre cohabitables ces deux théories. Donc voilà, on a développé d'autres théories, la théorie de la gravitation quantique à boucle ou de la théorie des corps. Donc pour finir, un tout petit peu de philo des sciences. On va finir très rapidement en 2 minutes, vous allez pouvoir observer, mais de toute façon, on a un léger voile pour l'instant, donc vous ne ratez rien. J'essaie de les... Hein, t'as vu, je vends bien le truc. Donc science ou art de dépeindre le réel, incertitude ou pinceau du réel, du cadre du réel. En 2300 ans, même 2400 ans de recherche, on est passé par toutes ces théories de la gravitation. La théorie des corps lourds et le mouvement inné des corps, l'attirance innée des corps à vouloir retrouver dans leur milieu naturel, par Aristote, la gravité planétaire par Copernic, donc la gravité segmentée en fonction des différents astres, les corps apparentés par Kepler, la gravitation universelle par Hooke et Newton, la relativité générale par Einstein et la gravitation quantique par exemple Aurélien Barraud, Carlo Rovelli notamment, et d'autres physiciens de notre temps. D'ailleurs, j'ai cité 2 Français puisqu'on est à la pointe dans ce milieu. On a fait 2300 ans de recherche et on ne sait rien. On sait des trucs. On sait pas mal de trucs. On connaît les trous noirs. On connaît les ondes gravitationnelles. On sait qu'une balle tombe sur Terre et on comprend pourquoi. On comprend plein de trucs, mais on sait aussi qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et donc, ça peut paraître, on va dire, déroutant. Jean-Luc, si tu veux. Merci, monsieur Newton. Mon cher Ali. Bon, alors, là, c'est bon, juste pour terminer. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de parler de la gravité, mais il est aussi intéressant de voir comment se construit la science, et comme ça a été indiqué ici, une théorie physique, quelle qu'elle soit, n'est pas le produit soudain d'une création, mais c'est le résultat d'une évolution lente, progressive et graduelle. Ainsi, Einstein n'aurait certainement pas bâti ces théories, et notamment la relativité générale, si auparavant il n'y avait pas eu les travaux de Newton. Et Newton n'aurait sûrement pas bâti sa mécanique newtonienne sans Léo, Kepler, Brahe et Copernic auparavant. D'ailleurs, Newton a pu écrire, si j'ai pu voir plus loin que d'autres, c'est que je me tenais sur les épaules de Gélo. Et Copernic n'aurait sûrement pas bâti l'héliocentrisme s'il n'y avait pas eu avant les travaux d'Aristote. Voilà. Donc, le processus d'évolution de la science, c'est une suite d'avancées qui est construite sur les précédentes. Alors, de temps en temps, il y a des génies qui font faire des bons à la science. Mais les savoirs se construisent en général toujours graduellement. Je te laisse terminer. Merci. Et donc ça peut être un peu déroutant parce qu'on vous dit que la théorie actuelle, la meilleure des théories qu'on ait, qui s'appelle la relativité générale, en tout cas en termes de compromis, de complexité et de déterminisme, on va dire, la théorie est très certainement fausse. Elle marche très bien dans la plupart des cas, mais il y a des cas extrémaux, notamment le début de l'univers. Oui, certes, ça peut paraître loin, mais c'est important quand même. Et il y a des cas où ça ne s'applique pas, ça ne s'applique plus, c'est la théorie elle-même qui nous le dit. Et donc là, on comprend qu'il y a des problèmes. Et là, ça peut être déroutant. Et on peut se dire, que sais-je? Ça, c'est Montaigne qui le disait, qui a repris un peu ce qu'on appelle donc le que sais-je, c'est en philo des sciences, c'est ce qu'on appelle le scepticisme interrogatif de Montaigne. Et on peut très bien avoir une référence à Platon qui nous disait, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et ceci,
C'est le fondement de tous les scientifiques. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas, c'est que je pense savoir. Et nous devons penser savoir. Alors bon, c'est un peu catégorique, un peu radical de dire que sais-je, parce qu'on sait des trucs quand même. On sait que la gravitation existe. On sait pas sous quelle forme, hein. Il y a eu une révolution des idées entre une loi innée, une force et maintenant une déformation de la géométrie. Mais on sait que les corps tombent, ça on le voit. On a pas mal de trucs que l'on sait, même si ça peut être déroutant. Donc, que sais-je, c'est très prudent, mais c'est trop relativiste, entre guillemets. Voilà. Après, on peut un peu aller voir du côté des scientifiques, notamment Bertrand Russell, qui est super intéressant. Si vous voulez vous initier à la philo des sciences, lisez Bertrand Russell, comme Henri Bergson, mais lui il est plus sur la psychologie. Bertrand Russell qui dit « La science ne cherche pas à énoncer des vérités éternelles ou des dogmes immuables, loin de prétendre que chaque étape est définitive et qu'elle a son dernier mot, et qu'elle dit son dernier mot, elle cherche à cerner la vérité par des approximations successives. Et bien sûr, ces approximations sont de plus en plus proches du réel, en tout cas dans leur caractère prédictif. La science, c'est s'améliorer. C'est le contraire en philo des sciences, notamment des dogmes et des croyances, où là, nous avons un dogme défini. On ne peut pas dire que l'on décrit la vérité autrement que par la philo des sciences et que la science reste très prudente. Elle ne cherche pas à dire « c'est ça, un point c'est tout et ça le sera à jamais », ce qu'Aristote avait un peu oublié en son temps. Mais même Einstein, quoique un peu des fois limite là-dessus, gardait son caractère scientifique. On l'a bien vu avec Kepler qui a refait ses calculs 10 000 fois et qui la science, la vérité s'est imposée d'elle-même et il n'a pas dit ce sera ça à tout jamais. Voilà, il a quand même gardé son scepticisme entre guillemets. C'est ce qu'on appelle, à contrario du scepticisme interrogatif, le scepticisme scientifique, que je vous invite tous à aborder. Et enfin, un philosophe contemporain, Edgar Morin, qui est toujours en vie de nos jours. La connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant. La connaissance, la science, c'est du débat. Et ce n'est pas le débat de CNews, de BFM, pour ne citer que. Ce n'est pas le débat social, où on ne va pas débattre sur le résultat de 2 + 2, n'est-ce pas? Mais on va débattre, on va essayer de débattre intelligemment, et on va surtout accepter d'avoir tort, et de dire des fois je ne sais pas. Si vous nous posez une question, à tous les deux, donc nous n'avons pas la réponse en tant qu'individu, même si notre ego pourrait nous pousser à prétendre des choses, on dirait, en tout cas en tant que bon scientifique, on essaierait de dire je sais pas, par contre je peux émettre des hypothèses, je peux essayer de faire quelque chose, mais je ne sais pas. Et puis tout simplement, le débat scientifique, la controverse scientifique, c'est la controverse saine, c'est la controverse où on ne va pas juste nier en bloc ce que dit l'autre, en abusant d'arguments ad hominem, en disant machin est trempé dans quelque chose, dans une affaire sombre ou autre. Il va dire juste cette théorie est quelque chose. On ne va pas dire son créateur et voilà. Même si Einstein, Aristote, Descartes ou autres ont eu des comportements très certainement inappropriés, comme l'histoire nous le révèle, c'est pas ça qui va faire que leur théorie est fausse ou vraie. Et c'est pas ça non plus, au contraire, qui va argumenter en faveur ou en défaveur de cette théorie. Et c'est pas parce qu'on a des prix Nobel de médecine qui vont nous dire quelque chose sur le sida, qui ont eu un prix Nobel de médecine sur le sida notamment ou sur d'autres, que là on va avoir au contraire, qui va avoir raison notamment sur la fameuse théorie de la mémoire de l'autre. Hein, on n'a pas, c'est pas parce qu'on est scientifique dans un domaine, c'est pas parce qu'on est expert de la relativité générale qu'on va pouvoir s'exprimer sur le Covid et inversement. Quoique sur le Covid, quoique le Covid ait plus d'impact que la relativité générale sur la santé publique. Voilà, merci de votre attention mesdames et messieurs.